nous allons répondre à des savoirs insolites. Alors installe-toi là où tu te sens le mieux et moi je vais commencer à te raconter des savoirs insolites, des questions peut-être que tu t'es déjà posé et auxquelles on va répondre ensemble. Voici l'histoire très étonnante qui se cache derrière l'insulte plouc. Longtemps considéré comme un terme péjoratif visant les personnes perçues comme rustres ou campagnardes, le mot plouc possède une origine bretonne. C'est une insulte que beaucoup utilisent sans trop se poser de questions. Plouc évoque aujourd'hui une personne jugée ringarde, voire un peu simplette. Mais d'où vient ce mot à la consonance si particulière? Pourquoi désigne-t-il les habitants des campagnes? Pour le comprendre, il faut remonter le temps à une époque où l'exode rural transformait profondément la société française. Pourquoi le mot plouc est-il associé aux campagnes? L'insulte plouc est aujourd'hui perçue comme une moquerie visant les personnes issues du monde rural, souvent opposées aux citadins perçus comme plus raffinés. Mais cette connotation péjorative trouve ses racines dans un contexte historique très précis. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la France connaît une transformation majeure avec l'exode rural. Des paysans quittent les campagnes pour s'installer dans les grandes villes, en quête de travail et de meilleures conditions de vie. Ces nouveaux arrivants, souvent démunis, peinent à s'adapter aux codes urbains et deviennent rapidement la cible des moqueries. Le mot plouc semble émerger à ce moment-là comme une manière pour les citadins de désigner de façon péjorative ces nouveaux venus des campagnes. Il incarne la fracture sociale et culturelle entre la ville et la campagne, le moderne et le rétrograde. Quelle est l'origine exacte du mot plouc? Contrairement à d'autres insultes dont l'origine est incertaine, le mot plouc provient directement d'un surnom régional. Le terme était utilisé dès la fin du XIXe siècle pour désigner les Bretons venus travailler à Paris. En breton, plou signifie paroisse, comme l'indique le télégramme, et c'est un préfixe très courant dans les noms de communes bretonnes. Plougastel, Ploua, Ploumilio, etc. Les Parisiens, entendant ces noms exotiques et répétitifs, auraient moqué les Bretons en les appelant les ploucs, une façon de signaler leur origine provinciale et supposée arriérée. L'insulte s'est ensuite démocratisée, désignant les immigrés venus d'autres régions de France. Aujourd'hui encore, certains utilisent plouc
décidément, pendant ce moment, il fait sa petite star. Aujourd'hui encore, certains utilisent plouc pour désigner quelqu'un de mal habillé ou de ringard, mais le terme a perdu de sa virulence initiale. Il est souvent employé avec une pointe d'humour, voire d'autodérision, preuve que des insultes évoluent avec le temps et que leur pouvoir stigmatisant peut s'estomper. Voilà pour l'histoire du plouc. Savoir suivant: pourquoi les hublots des avions sont-ils ovales? Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les fenêtres des avions étaient ovales et non pas carrées. Il y a bien une raison à cela, et elle n'est pas d'ordre esthétique. Voici les secrets qui se cachent derrière les hublots des avions. Au début de l'aviation commerciale, il y a 110 ans, les premiers avions étaient souvent équipés de fenêtres classiques, carrées ou rectangulaires. Cependant, avec le développement des avions de ligne à cabine pressurisée capables de voler encore plus haut, les concepteurs ont dû faire face à de nouveaux défis. Les pressions variables auxquelles on soumis les avions en plein vol nécessitent une conception spécifique pour assurer la sécurité des passagers. À 10 000 mètres d'altitude par exemple, la pression à l'intérieur de l'avion est 3 fois plus élevée qu'à l'extérieur. Comment s'appelle la fenêtre de l'avion? Définition. Les ouvertures situées tout le long du fuselage d'un avion sont communément appelées des hublots. Le même terme est d'ailleurs employé pour les fenêtres situées sur les navires. Ces hublots ne sont pas simplement des fenêtres conventionnelles, ce sont des composants essentiels conçus pour résister aux contraintes extrêmes rencontrées en vol. Lorsqu'on peut voyager près du hublot, cette ouverture permet de profiter d'une vue sur l'extérieur pendant le vol de l'avion. La présence des hublots est toutefois un véritable défi pour la sécurité des passagers et leur rôle est bien plus important qu'on ne le pense. La forme ovale des hublots est le résultat d'une conception ingénieuse visant à maximiser la sécurité des passagers. Les ingénieurs ont en effet découvert que les angles des hublots carrés créent des zones de fragilité potentielle, augmentant le risque de micro-fissures et de rupture de la vitre lorsqu'ils sont soumis à des niveaux de tension élevés. En revanche, la forme ovale répartit mieux les forces, réduisant ainsi les risques de défaillance structurelle. Dans les années 1950, de nombreux accidents mortels dus à des micro-fissures apparues dans les angles des hublots carrés ont forcé les constructeurs à changer la forme des hublots d'avion. Les avions continuent d'évoluer et il est possible de voir apparaître dans le futur des appareils sans hublot pour augmenter encore plus la sécurité à bord. Les hublots seraient alors remplacés par des hublots virtuels retransmettant le paysage grâce à des caméras extérieures. Alors ça, c'est bien triste. Pourquoi faut-il ouvrir les hublots au décollage et à l'atterrissage? Ouvrir les hublots lors du décollage et de l'atterrissage est une mesure de sécurité essentielle intégrée au protocole de vol.
L'ouverture des stores des hublots permet en effet à l'équipage de bord d'avoir une meilleure perception visuelle de l'environnement extérieur. En ayant une vue claire sur l'extérieur de l'avion, l'équipage et les passagers peuvent détecter rapidement tout problème éventuel survenant pendant ces 2 phases de vol critiques. Durant les périodes de décollage et d'atterrissage, l'avion se trouve à des altitudes relativement basses. Les risques d'accident sont donc plus importants, d'où la nécessité d'avoir une vue dégagée sur ce qui se passe à l'extérieur. Savoir suivant: comment se forme la coquille de l'œuf. On consomme les œufs sans se préoccuper de la coquille que l'on jette machinalement. Savez-vous que la coquille d'œuf est constituée d'une grande quantité de calcium et qu'elle nécessite près de 16 heures pour se former? L'œuf est l'un des aliments les plus consommés au quotidien, notamment pour ses apports nutritionnels. On prend plaisir à casser des œufs pour nos préparations culinaires. On les consomme seuls sous différentes formes de cuisson et on les incorpore dans la plupart de nos recettes de pâtisserie. Cependant, on ignore bien souvent combien cette coquille est importante et tout le processus si pointu et fascinant qui conduit à sa création. Constituée par l'accumulation d'une multitude de cristaux de carbonate de calcium, la coquille demande de nombreuses heures à la poule pour la fabriquer. On vous éclaire sur le mystère de la formation de la coquille d'œuf. La poule et l'œuf ont toujours fasciné les scientifiques. La poule met 16 heures pour fabriquer cette coquille par un processus très perfectionné de minéralisation composé en majeure partie de calcite, carbonate de calcium. Une coquille d'œuf pèse en moyenne 5 grammes composée de calcium à hauteur de 40%. Elle constitue la partie la plus longue du travail de la poule autour du jaune, qui est l'ovule autour duquel se forme le blanc, albumine. Puis la coquille. Ce processus débute par la formation de 2 membranes protectrices autour du blanc, sur lesquelles vont progressivement se fixer des milliers de cristaux de carbonate de calcium. La coquille d'œuf est fabriquée de manière à être assez fine pour que le poussin puisse la casser de l'intérieur, mais suffisamment solide pour protéger ce dernier, et constituer une barrière naturelle de protection de l'œuf contre les bactéries et salmonelles. D'où l'intérêt de bien surveiller la surface de vos œufs et l'état de leur coquille avant de les consommer. Si celle-ci est fêlée, les bactéries ont pu s'infiltrer et le risque d'intoxication alimentaire est important. L'œuf de poule pèse entre 50 et 60 grammes. La coquille est constituée de 6 couches. Les 2 membranes intérieures ne sont pas calcifiées pour permettre aux poussins de les percer. Elles sont entourées de couches formant des cônes calciques et d'une cuticule qui est la zone de protection contre les infections bactériennes. Le jaune est maintenu en suspension grâce à une membrane appelée la chalasse. À quoi sert la coquille de l'œuf? La coquille est principalement composée de cristaux de carbonate de calcium et forme ainsi une importante source de calcium pour l'embryon. Son épaisseur
d'épaisseur environ 0,3 mm est conçu pour protéger ce dernier de tous les éléments pathogènes susceptibles de s'introduire dans l'œuf. Il s'agit d'une barrière naturelle de protection antibactérienne. Elle n'est pas pour autant complètement hermétique. Les micropores permettent en effet le passage du gaz et d'eau. Enfin, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certaines coquilles d'œufs sont brunes et d'autres blanches. La couleur de la coquille ne révèle aucune différence sur l'œuf en lui-même. Elle est simplement liée au plumage de la poule pondeuse. Comment un poussin fait-il pour casser sa coquille? De par sa composition, la coquille d'un œuf de poule résiste à une pression de 4 kg. Pesant à peine 40 grammes, le poussin parvient à s'en extraire grâce à plusieurs mécanismes complexes. Tout d'abord, une excroissance dure appelée diamant se forme sur son bec qui l'aide à percer la membrane. Par ailleurs, entre le 10e et le 2e jour avant la naissance, un muscle puissant se développe au niveau du cou et à l'approche de l'éclosion, propulse la tête et le bec du petit oiseau vers la coque. Ensuite, le poussin tourne sur lui-même et agrandit la cavité avant d'émerger enfin. Très intéressant. Savoir suivant. Pourquoi les nobles se poudraient-ils le visage en blanc? Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les nobles avaient l'habitude de se blanchir le visage à l'extrême avec du maquillage. Pour quelle raison? De nos jours, le maquillage sert à se mettre en valeur au quotidien, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Une touche d'eyeliner, un soupçon de fard sur le visage, etc. Entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, les nobles étaient plus radicaux. Des films historiques comme Barry Lyndon et Amadeus et des séries telles que Versailles nous le montrent. À l'époque, les gens de la haute n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Ils se tartinaient le visage de couches épaisses de maquillage pour avoir un teint blanc aux frontières du réel. À quelle époque remonte l'usage du maquillage pour simuler le blanchiment de la peau? Les nobles de l'Antiquité se donnaient déjà le teint pâle. Cette pratique se retrouvait chez les Grecs, chez les Égyptiens et chez les Romains. Les femmes utilisaient de la poudre de craie et de la farine pour s'éclaircir la peau. Le blanc était un symbole de pureté et de raffinement, mais avoir la peau du visage clair était aussi un signe d'appartenance sociale, au même titre que le port d'une chemise blanche. Ceux qui avaient le teint hâlé étaient forcément des travailleurs puisque leur bronzage indiquait qu'ils passaient beaucoup de temps dehors. Ceux qui avaient la peau pâle étaient à l'inverse des privilégiés puisque c'était le signe qu'ils ne pratiquaient pas d'activité prolongée en extérieur. Pourquoi les nobles français, hommes et femmes, portaient-ils depuis le Moyen-Âge du maquillage et des perruques jusqu'au XVIIIe siècle? Même si des formes de maquillage existent au Moyen-Âge, avoir un visage blanc s'impose surtout sous l'Ancien Régime, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Le style est adopté à la fois par les hommes et par
par les femmes de la noblesse. Le blanc signifie l'élégance, l'opulence et la pureté, mais il a également une utilité pratique. En effet, un masque blanc uniformise le visage et dissimule les imperfections de la peau, rides, boutons, mais aussi les marques de maladie, comme la maladie de la variole. Un fond très blanc permet en outre de faire mieux ressortir les éléments décoratifs comme les perruques, les rouges à lèvres et les mouches, ces petits bouts de velours sombres que les nobles se collaient sur la figure. La formule du maquillage a évolué depuis l'Antiquité. Les gens utilisent alors du fard à base de blanc de céruse, un mélange de plomb et de vinaigre. Pourquoi a-t-on arrêté d'utiliser la céruse pour se maquiller à partir du XVIIIe siècle? La composition de ce maquillage blanc est la raison pour laquelle il a été abandonné. La médecine progresse et à partir du XVIIIe siècle, la toxicité de la céruse est révélée. Des médecins commencent à alerter sur les effets secondaires que peut avoir une intoxication au plomb sur la santé. Cela va des maladies de peau aux troubles oculaires et neurologiques en passant par un vieillissement prématuré. Les mentalités changent progressivement et la céruse est lentement remplacée par d'autres produits comme la poudre de riz, le talc et l'amidon. Au XIXe siècle, la céruse disparaît complètement des usages. À l'ère moderne, la réglementation européenne l'interdit toujours dans les produits cosmétiques. Ensuite, les prisonniers d'Alcatraz avaient le droit à des douches chaudes pour une raison bien précise. Si les geôliers de la célèbre prison prêtaient une attention particulière à l'hygiène de leurs prisonniers, ce n'était pas par charité ou humanisme, loin de là. Ces murs ont accueilli les plus grandes légendes de l'histoire de la mafia américaine. Le mafieux roi de Los Angeles, Mickey Cohen, le parrain de Harlem, Bumpy Johnson, le contrebandier Machine Gun Kelly, et bien évidemment Al Capone, alias Scarface, probablement le plus célèbre mafieux de tous les temps. Le pénitencier d'Alcatraz renferme de nombreuses histoires et légendes qui ont inspiré les artistes de tous horizons. Avant sa fermeture en 1963, Alcatraz avait la réputation d'être une forteresse infranchissable d'où il était impossible de s'évader. Et pour s'en assurer, l'administration du site s'assurait de mettre toutes les chances de son côté, y compris grâce aux plus petits détails. Pourquoi Alcatraz était-elle une prison si redoutée? Construite dans les murs d'une ancienne prison militaire bâtie dans les années 1910, la prison d'Alcatraz ouvre ses portes le 11 août 1934. Constituée des 4 blocs A à D, le bloc D étant réservé aux prisonniers les plus dangereux, Alcatraz acquiert vite la réputation d'accueillir les pires malfrats du pays, du fait du dispositif de sécurité maximum déployé sur place. Alcatraz avait le ratio de gardiens par prisonnier le plus bas du pays et de l'isolement de l'île située à 2 km du port de San Francisco. D'ailleurs, un prisonnier n'est jamais envoyé directement à Alcatraz au moment de sa condamnation. Les détenus sont transférés des
pénitenciers de tous les États-Unis après un processus d'évaluation rigoureux. Comptés 13 fois par jour, les prisonniers vivaient dans des conditions difficiles, entre d'épais murs d'acier trempé surveillés en permanence par de nombreux miradors. Pourquoi les prisonniers d'Alcatraz devaient prendre des douches chaudes tous les jours? Si les conditions de détention à Alcatraz étaient particulièrement difficiles pour les détenus, il est un aspect de leur quotidien qui était particulièrement scruté par l'administration: l'hygiène. Tous les jours, tous les prisonniers d'Alcatraz devaient passer à la douche, et une douche à l'eau chaude, voire bouillante, ce qui était loin d'être le cas de toutes les prisons américaines. Il ne fallait cependant pas y voir un souci porté à la santé des détenus, mais plutôt un moyen de les contrôler davantage. Selon l'administration du site, les douches chaudes permettaient d'éviter aux prisonniers de s'acclimater à l'eau froide et ainsi de les dissuader de tenter de s'évader par les eaux glaciales de la baie de San Francisco qui entoure l'île. Les douches étaient par ailleurs collectives et étroitement surveillées par les gardes. Évasion, John Anglin et d'autres prisonniers célèbres ont-ils pu s'échapper d'Alcatraz? Cette mesure de précaution pour échauder ceux qui auraient tenté de prendre la poudre d'escampette n'a pas démotivé certains des prisonniers les plus téméraires, voire inconscients. Au cours de ces 29 ans de fonctionnement, 36 prisonniers ont tenté de s'évader du pénitencier réputé le plus sûr de l'Amérique. Au cours de 14 tentatives différentes, dont la sanglante bataille d'Alcatraz en mai 1946. Aucun d'entre eux n'a pu mener son entreprise à terme. La tentative d'évasion la plus célèbre de toutes est probablement celle de Frank Morris et des frères Clarence et John Anglin la nuit du 11 juin 1962. Après avoir creusé les murs de leur cellule, Morris et les frères Anglin ont pu échapper à la vigilance des gardes pour tenter de retrouver leur liberté à la nage. Il n'existe aucune trace de vie des 3 hommes au-delà de cette nuit, ce qui amène les autorités à conclure qu'ils sont morts noyés dans la baie de San Francisco, même si leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Leur histoire a inspiré le roman L'évadé d'Alcatraz, adapté au cinéma par Don Siegel en 1979 avec Clint Eastwood dans le rôle de Frank Morris. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo des savoirs insolites. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura détendu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. En attendant, buvez de l'eau. Soyez prudents, soyez heureux. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR sur Nu.